Maintenant, on va parler avec Magdalena Coudiaz de l'école inclusive. Voilà. Avec aussi quelques, comment dirais-je, panélistes. Dominique Collado. Personne ne connaît Dominique Collado, tant pis. Encore un peu. Je vais vous dire pourquoi vous avez raison. Parce que dans ces temps difficiles, l'homologation, Xavier Verschave, directeur de l'école, proviseur de Sarajevo. Eric Kropp. Personne ne connaît Eric Kropp. Proviseur du lycée Verdun à Beyrouth et coordonnateur du réseau Mission laïque au Liban. Et Moustapha Ouari, il faut bien des DAF pour penser un peu. D'ailleurs, ce matin, il s'était mis dans un coin pour éviter la pédagogie, mais ça revient. Cher professeur Magdalena Coudiaz, vous avez accepté d'intervenir devant nous sur un concept qui tient à cœur à tout le monde ici. C'est le concept d'école inclusive que nous nous étions entendus pour que vous l'abordiez à la fois dans son aspect spécifique et dans son aspect global, ce qui naturellement pour nous est extrêmement intéressant, et que vous nous disiez si au fond une école inclusive ça se construit par rapport à un manque à combler de formation des professeurs, une conception de l'organisation, une approche éthique, tout ça à la fois. Voilà, c'est toute votre expérience qui se retrouve aujourd'hui. Oui, merci. En effet, merci beaucoup. Merci de votre présentation et merci de votre accueil. Je vais commencer par remercier la Mission laïque française de son accueil et puis féliciter d'ores et déjà et de manière introductive les équipes d'organisation. En tant qu'universitaire, on participe fréquemment à des congrès, colloques. Celui-là, avant même que la conférence commence, m'aura déjà marqué par la qualité de l'accueil et l'extraordinaire organisation que l'on peut percevoir très rapidement, par exemple en suivant tous vos travaux d'hier sur les réseaux sociaux. Donc, merci à toutes et à tous de l'organisation. Alors, merci de l'invitation aussi concernant le thème qui est très général, qui était affiché précédemment, qui concerne donc l'éducation, l'école inclusive. C'est un plaisir de venir aujourd'hui échanger avec vous, pour moi, d'autant plus que je travaille sur l'éducation inclusive comparée. Donc le point de vue international est un point de vue que j'ai vraiment choisi d'adopter pour orienter mes travaux. Un dernier élément en préambule, j'interviens bien aujourd'hui d'un point de vue de chercheur et non pas d'un point de vue un peu prescriptif ou de propositions, avec des propositions de solutions, même si on terminera sur quelques principes. C'est-à-dire que je travaille sur l'articulation entre les terminologies de l'éducation inclusive ou la rhétorique de l'éducation inclusive et donc l'articulation de cette rhétorique et terminologie avec l'ensemble des phénomènes que l'éducation inclusive désigne. Alors vous voyez sur le diaporama que j'ai proposé une sorte de sous-titre à ce titre principal qui était affiché tout à l'heure pour une école inclusive. En réalité, cela se précise donc avec le sous-titre Pratiques professionnelles inclusives, diversité et communautés éducatives. Nous allons essayer de réfléchir autour de cette thématique, autour de 3 temps de réflexion. Je parlerai d'abord de l'éducation inclusive comme
terme, comme élément de toute cette rhétorique, en insistant sur le fait que la notion d'éducation inclusive, et je ne parle pas encore d'école inclusive, c'est un concept plus global là, que j'aborde ici, c'est une notion mondiale, ça c'est important à comprendre. Elle est portée par l'UNESCO depuis les années de son émergence, en Italie et en Grande-Bretagne notamment. Les années de son émergence, c'était de manière approximative les années 70, et elle a été formalisée à l'échelle internationale dans les années 90 par l'UNESCO notamment, mais pas seulement, et par un texte législatif précis qui est la déclaration de Salamanque de 1994. Nous verrons que l'éducation inclusive est de ce point de vue à la fois une ambition globale, d'éducation globale, mondiale, porteuse d'idéaux universalistes ancrés dans la Renaissance, j'y viendrai tout de suite après, mais aussi un processus paradoxal. Donc une ambition globale universaliste et un processus paradoxal qui est inséparable des tensions qui animent les débats éducatifs de manière, je dirais, continuée, une tension qui existe entre le général, le particulier et le singulier au sens hegelien des termes, si on veut bien le dire ainsi. Donc c'est précisément la déclinaison continue de ces aspects paradoxaux qui conduit à orienter la réflexion désormais plutôt vers les notions d'accessibilité et vers l'ouverture à la diversité, comme nous l'avons vu dans le titre, et qui conduit donc à promouvoir plutôt ces derniers concepts donc d'accessibilité ou d'accessibilisation de l'éducation. Dans un second temps, après avoir posé que l'éducation inclusive est avant tout une question de volonté politique, je vous proposerai de réfléchir à partir de quelques résultats de recherche internationaux issus des travaux d'une douzaine de chercheurs. Ces travaux portaient sur les axes de progression dans la mise en œuvre d'une éducation inclusive, et nous les avons mis en évidence, ces axes de progression, dans un dossier que nous avons coordonné avec un collègue chercheur québécois qui récapitulait un état des lieux sur l'éducation inclusive dans une dizaine de pays en Europe et hors Europe. Donc je vous parlerai de ça. Dans cette enquête, pour cibler un peu plus le public que vous constituez, il apparaît notamment que la position des cadres, et avant tout celle des chefs d'établissement, n'est vraiment pas simple, mais ça bien sûr vous le savez, puisqu'ils sont eux-mêmes concernés, touchés au premier plan par les paradoxes liés à l'éducation inclusive, notamment celui de la discrimination positive dont je parlerai beaucoup et qui aura été évoqué dans le premier temps de la présentation. Dès lors, le troisième temps de la conférence sera consacré à essayer de définir de façon pragmatique, donc nous progressons d'un aspect terminologique théorique vers un aspect vraiment plus concret, plus proche de l'action, ce que nous essaierons de cerner donc de façon plus pragmatique ce que peut être un style d'encadrement et d'enseignement inclusif. Qu'est-ce que cela, à quelles actions, à quels principes cela peut correspondre, et j'essaierai donc de synthétiser le propos en définissant quelques principes pour ce que j'appelle des gestes professionnels inclusifs, principes qui seront chacun illustrés par une problématique et des enjeux de terrain. Donc, commençons par le premier temps de réflexion. L'éducation inclusive, de quoi est-elle le nom? Mon hypothèse, donc issue de mon travail depuis une vingtaine d'années, notamment à l'ESPE d'Aquitaine, au département de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, c'est un peu long, hein, éducation inclusive, me conduit à penser que l'éducation inclusive, effectivement, est ancrée dans des idéaux universalistes et donc ancrée dans des paradoxes. Et je vous propose un petit point historique pour démarrer, c'est-à-dire de situer cet idéal d'éducation inclusive, une éducation pour tous,
Dans les travaux de Jan Amos Komensky, autrement dit Comenius, qui était un philosophe, théologien et pédagogue, et je mets les qualificatifs dans cet ordre, c'était avant tout un savant de la fin de la Renaissance, donc un savant complet, dont la pensée était ancrée beaucoup dans des croyances millénaristes. C'était un contemporain de Descartes, donc. Et Komensky, du fait d'un intérêt pour des principes iréniques, donc de paix universelle, a produit un ouvrage, c'est un ouvrage qui est assez connu en langue française, qui est la Grande Didactique, dont le sous-titre est Traité de l'art universel d'enseigner tout à tous. Eh bien voilà une définition de l'éducation inclusive qui date de la fin de la Renaissance. Je le dis, des grands ensembles, des grandes périodes historiques. Comenius a fait même de cette forme de précurseur de l'éducation inclusive une discipline qu'il a appelée Pampédia, c'est-à-dire donc l'art universel d'enseigner tout à tous. Cette Pampédia était insérée dans un vaste ensemble philosophique, une sorte de somme philosophique de réforme générale de la pensée humaine, de la conception du monde humain, dont les éléments centraux étaient l'universalisme, la fin des discriminations, l'humanisme, vraiment une centration sur l'homme, comme microcosme dans un vaste macrocosme avec lequel il est en interaction, d'expansion de justice sociale dans un monde qui était déchiré par la guerre de 30 ans. Et le dernier concept le plus important qui tenait énormément à cœur et au corps, je dirais, aux migrants qu'était Comenius, c'était la citoyenneté mondiale, puisqu'il a fini sa vie à Amsterdam en position d'exilé et vraiment était dans une dynamique de forte promotion par notamment la Pampédia, l'art universel d'enseigner tout à tous, d'une citoyenneté partagée partout dans le monde. Donc voilà, pourquoi cette diapositive? Pour vraiment faire valoir que si nous sommes d'accord pour ancrer l'éducation inclusive dans la pensée de Comenius, alors l'éducation inclusive est associée à l'humanisme, à l'universalisme et à des idéaux de ce type. Faisons un grand saut dans le temps maintenant, de la Renaissance en 2018 avec la parution d'un texte extrêmement intéressant que je vous invite vraiment à lire pour saisir très rapidement en 8 pages, c'est pas beaucoup de lecture, ce qu'est l'éducation inclusive telle qu'elle est définie, comprise par l'UNESCO. Donc l'UNESCO, la note conceptuelle pour le rapport Global Education Monitoring de l'UNESCO reprend la définition donnée de l'éducation inclusive dans l'observation générale numéro 4 formulée par le Comité des droits des personnes handicapées en 2016. Et voilà ce qui est écrit et qui va vous permettre d'entrer peu à peu dans un émergent paradoxe typique de l'éducation inclusive. Je lis avec vous, l'éducation inclusive vise à assurer de manière pleine et effective l'accessibilité, nous en parlions tout à l'heure, la participation, l'assiduité et la réussite de tous les élèves. Bien, une visée universaliste. Et puis une césure dans cette définition, et plus particulièrement ceux qui, pour diverses raisons, vivent l'exclusion ou risquent de connaître la marginalisation. Autrement dit, l'éducation inclusive, c'est pour tous, mais plus particulièrement pour certains. Et au moment, on va le voir de façon plus pointue, au moment où nous commençons
à catégoriser, à isoler, à désigner un certain public, un certain groupe social, un certain groupe d'élèves vulnérables ou de jeunes vulnérables dans le groupe de tous les élèves ou tous les enfants, alors l'abîme du paradoxe ou le paradoxe de la discrimination positive s'ouvre devant nous et donc les difficultés de mise en œuvre très concrètes commencent à arriver. C'est parce que au niveau international, je dirais au niveau transnational, ces difficultés liées notamment à la discrimination positive de certains publics sont rencontrées de façon, je dirais, pérenne et globalement assez étendue que, au niveau des terminologies, de l'évolution des rhétoriques, si vraiment on adopte un point de vue général, hein, la rhétorique évolue de concepts normatifs ou tend à évoluer tels que répercutés par l'UNESCO, par exemple, les grands organismes internationaux, donc de concepts normatifs vers des concepts non normatifs. La diapositive que je vous montre ici ne montre pas une évolution, elle montre une confrontation. Elle montre une confrontation entre les deux logiques, des concepts normatifs et non normatifs, même si nous pouvons débattre avec cette représentation et dire, si on a l'esprit positif, que vraiment il y a une évolution et nous allons arriver à une valorisation de concepts non stigmatisants, si l'on peut dire, ou qui n'impliquent pas la notion du normal et du pathologique, comme chez Canguilhem par exemple. En tous les cas, quel que soit le modèle adopté, nous sommes interpellés de cette façon autour des questions de conformité à la norme, bien sûr avec l'éducation inclusive. Vous voyez pourquoi je n'ai pas mis des flèches qui montrent une progression. Parce que vous voyez que, donc à gauche, les termes ici qui sont dans l'encadré rose sont toujours aujourd'hui encore utilisés de façon concomitante aux terminologies plutôt non normatives qui figurent dans l'encadré vert. Nous utilisons bien encore les terminologies des vulnérabilités, des besoins éducatifs particuliers. C'est un concept tout de même qui, sur la scène internationale, est en perte de vitesse, mais nous utilisons de façon massive, et je crois que nous en parlerons ensemble tout à l'heure, la terminologie des troubles de santé, y compris mentale. Donc voilà, une évolution, et à défaut de dire qu'il y a une évolution en cours, au moins une confrontation, une tension entre ces deux champs conceptuels. Alors, je parlais de tension, je parlais de discrimination positive. J'ai essayé de formaliser sur cette diapositive d'autres paradoxes ici et d'illustrer le premier paradoxe de discrimination positive dans un premier point et avec une capture d'écran que vous avez ici à droite, qui est une capture d'écran du site de l'UNESCO en 2017. Et là aussi, c'est extrêmement intéressant comme représentation. Alors l'image, j'ai vérifié, ne figure plus sur le site de l'UNESCO, mais figurait en 2017. Alors pourquoi a-t-elle été enlevée? Mise à jour de la page sans doute. Vous pouvez voir que l'éducation inclusive est définie par la négative, ce qu'elle combat, combattre l'exclusion, avec donc une définition tout à fait positive. Ensuite, l'éducation inclusive est fondée sur le droit de tous à une éducation de qualité qui réponde aux besoins d'apprentissage essentiels et enrichisse l'existence des apprenants. Même chose que tout à l'heure, axé en particulier sur les groupes vulnérables et défavorisés, et de nouveau une césure qui est ici accentuée, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de vous montrer cette capture d'écran, qui est marquée ici par le fait que dans l'encadré bleu, vous avez même des publics désignés, les enfants roms, les enfants des rues, travailleurs, personnes handicapées, peuples autochtones, population rurale. Voilà. Et
on est dans une sorte de tragique liste à la Prévert de pourquoi ces populations, pourquoi pas d'autres, voilà. En tout cas dans un stigmate, dans une désignation, selon le point de vue plus ou moins sévère que l'on veut adopter. Donc la question qui est posée ici, c'est l'éducation inclusive s'adresse-t-elle à tous, est-elle pour tous, ou bien est-elle pour quelques-uns? Cette question consiste à souligner que dès que nous catégorisons, et cela figure de façon éminente dans les travaux de Charles Gardou, dans les publications de Charles Gardou, notamment sur la société inclusive, il explique bien déjà, en 2012, que dès que nous catégorisons, dès qu'il y a des nomenclatures, des classifications, eh bien nous discriminons et du coup l'éducation n'est plus tout à fait inclusive au sens de pour tous. Deuxième type de paradoxe, alors l'éducation inclusive est-elle pour tous? C'est-à-dire est-elle homogénéisante? S'agit-il d'une approche globalisée, égale, la même chose pour tous? La même chose donc des pratiques anhistoriques, je dirais acontextuelles, je dirais scientiste, on y reviendra si vous voulez, c'est-à-dire d'une science qui est hors sol, ou bien s'agit-il dans l'éducation inclusive de construire en équipe, vous me voyez venir, une pratique autour de chacun des élèves, l'éducation inclusive est-elle pour chacun, c'est-à-dire qu'elle prend en compte, qu'elle tient à la prise en compte du contexte, d'une culture particulière et d'une histoire particulière, et notamment l'histoire particulière non seulement du groupe, de l'équipe, de la classe, mais aussi de celui qui anime à un moment donné ou bien l'action pédagogique ou la coordination dans l'établissement à quelque niveau que ce soit. Troisième type de paradoxe, alors vos collègues ont eu la gentillesse de l'illustrer de façon très précise dans leurs établissements, c'est la question, alors moi je l'appelle paradoxe, il parlait de question, l'articulation entre les finalités et les moyens. Nous l'avons vu, les finalités, on est dans une forme d'utopie humaniste, d'une philosophie utopique humaniste, de citoyenneté mondiale et de démocratie, que soutient abondamment, c'est un discours très soutenu et très bien alimenté par l'UNESCO depuis des années. Et puis, l'articulation donc entre ces finalités humanistes et les moyens et des pratiques que l'on appelle, alors bien sûr, ça c'est politiquement ancré, bien sûr, ce que je vous dis là, ici, ce terme de New Management, donc des pratiques du dit New Management, des pratiques dénoncées, notamment par des travaux, par exemple, comme l'équipe Risque de Vincent de Gaulle-Jacques, comme des approches gestionnaires de la ressource humaine. Voilà. Et donc là, on dénonce de ce point de vue-là l'incohérence entre ces pratiques du New Management et puis les visées universalistes de l'éducation inclusive. Donc voilà trois problèmes qui peuvent être construits. Et qui nous amènent donc à creuser un peu plus du côté de ces paradoxes. Que disent pas la recherche, que disent certaines recherches que j'ai pu conduire, auxquelles j'ai pu participer dans le cadre de ma modeste expérience, et que disent-elles sur les axes de progression? J'esquisse un peu une préfiguration des principes dont nous parlerons dans le troisième temps de cette conférence. Alors je m'appuie dans ce que je vais vous dire maintenant sur un dossier donc, que nous avons co-dirigé avec Philippe Tremblay, qui est professeur en sciences de l'éducation au Québec. Et dans le cadre de la revue d'éducation comparée, donc, nous avons co-dirigé un dossier où nous avons proposé à, je disais tout à l'heure, 12 chercheurs issus de 10 pays différents
proposer une vision, une sorte d'état des lieux de l'éducation inclusive de leur pays. Alors il y avait la France, la Suisse, l'Angleterre, l'Italie, la Roumanie par exemple, mais aussi le Brésil, mais aussi le fameux modèle finlandais et bien sûr le Québec, pour ne citer que ces pays-là. Que dit ce dossier? J'ai essayé de faire une trop rapide synthèse. 3 points, il me semble, 3 axes de progression peuvent être définis. Le premier autour de l'articulation entre l'éducation, la pédagogie et la santé. Le deuxième autour des politiques publiques et le troisième autour effectivement de la culture d'établissement à laquelle vous réfléchissez notamment au cours de ces journées. Que disent donc les 12 collègues dans les articles scientifiques? Ils soulignent, c'est massif, la persistance des approches médicales et ou psychologiques, psychiatriques, psychopathologiques, ou encore la qualification d'un handicap sévère. Disent-ils, ces approches-là favorisent la ségrégation scolaire. Alors, je voudrais juste lire un petit passage d'une publication de l'UNESCO, toujours dans le cadre de cette synthèse à laquelle est liée la note conceptuelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en fait, cette notation de l'UNESCO, en 2018 aussi, rejoint tout à fait le constat, le premier point du premier point ici que je viens de pointer. Donc l'UNESCO en 2018, voilà ce qu'on écrit. Il existe des tendances communes dans la manière dont les inégalités structurelles sont renforcées dans tous les systèmes éducatifs. L'un des plus controversés est l'utilisation d'évaluations et de tests d'intelligence pour le dépistage, la sélection ou le placement d'apprenants dans des programmes éducatifs, sous-entendu spécialisés. Il est amplement prouvé que les minorités, comme les Roms en Europe centrale ou les garçons afro-américains aux États-Unis, sont évalués de manière disproportionnée avec les handicaps et sont par conséquent affectés à des placements en éducation spécialisée. Donc cette illustration, cette citation de l'UNESCO illustre le premier point qu'ont dégagé, qu'ont souligné les chercheurs donc, dans le dossier que j'évoquais à l'instant. Du coup, prenons des distances avec les terminologies médicales ou psychomédicales. Certes, c'était bien la destination du concept de besoin éducatif particulier, émergé notamment en 1978 avec le rapport Warnock sur les special needs, sauf que les chercheurs pointent aussi que cette notion de besoin éducatif particulier, très bien et très large, pour prendre des distances avec un stigmate d'inspiration médicale, mais, souligne-t-il, elle est en réalité trop floue pour permettre l'élaboration d'aides adaptées. Expertes, ça veut dire adaptées à la situation. Donc finalement, et c'est peut-être pour cette raison-là que d'autres chercheurs soulignent, et on le voit dans les différentes publications institutionnelles, nous observons une prise de distance avec la notion des besoins éducatifs particuliers. Au profit, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt d'une valorisation d'une terminologie de l'accessibilité, l'accessibilisation, y compris pédagogique. Concernant les politiques publiques, que disent les collègues chercheurs? L'enseignement spécialisé apparaît comme un frein au processus inclusif. Ça, c'était déjà pointé, par exemple, en 2003, dans les publications de l'agence qui se concentre sur les besoins des personnes à besoins éducatifs particuliers. Donc déjà, on pointait au niveau européen, notamment, que tous les pays qui avaient un système d'enseignement spécialisé trop structuré, trop massif, en réalité avaient beaucoup de mal à démarrer la transition inclusive. Donc c'est effectivement un frein.
Ça, c'était en 2003, il y a eu déjà des changements significatifs, dans le sens d'une désinstitutionnalisation, en fait, comme en Bulgarie, par exemple. Mais les collègues soulignent également que le démantèlement, ça c'est par exemple en Finlande, le démantèlement du secteur de l'enseignement spécialisé est également un frein, puisque ce que nous ont appris les collègues roumaines ou finlandaises, c'est que quand il n'y a plus d'experts, il n'y a plus de spécialistes, et l'enseignant spécialisé, dit spécialisé, qui vient à la rescousse quand il y a une situation difficile, eh bien c'est simplement un maître surnuméraire sur le modèle du modèle plus de maîtres que de classes. C'est-à-dire c'est un enseignant supplémentaire de soutien. Et ça, les collègues disent que dans ce cas-là, l'aide apportée n'est pas une aide experte, et donc il y a une perte d'efficacité. Voilà. Je souligne, je ne vais pas y passer trop de temps, mais par honnêteté, vous comprenez que ça me touche et que je suis très motivée pour relever ce défi du grand 2, petit 2. Les collègues soulignent qu'il y a un manque d'articulation entre des recherches et des actions. Donc, il n'y a pas assez de recherches qui sont développées autour de l'éducation inclusive en général, et peu de recherches développées en lien avec les terrains concrets. C'est ce qui explique aussi ma présence aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est-à-dire, moi, voilà, c'est un sujet qui me passionne et je suis enthousiaste pour continuer les recherches, au niveau international notamment. Troisième point, la culture d'établissement, elle apparaît de chaque établissement, elle apparaît dans les textes. 2 points sont soulignés de façon récurrente. Il n'y a pas de travail partenarial ou pas assez entre les enseignants ordinaires et spécialisés dans les pays où il y a encore des enseignants que l'on peut appeler spécialisés. Et de façon plus globale, il est massivement souligné que le travail en équipe d'enseignants, en équipe pédagogique, mais aussi un travail d'équipe intercatégoriel avec les partenaires de l'école inclusive ou de l'éducation inclusive est insuffisant. Donc voilà un point sur lequel vraiment il faut insister, et voilà une voie de développement possible et importante. La solution, elle est ensemble. Voilà, de toute profession, et la solution, elle est dans l'une des solutions, l'un des facteurs, elle est dans la complémentarité des différentes interventions et une complémentarité co-construite. Dernier point, difficile aussi, paradoxal, l'engagement des établissements pour une éducation inclusive concrète semble relativement superficiel. Certains chercheurs disent ça, c'est-à-dire que les établissements sont relativement frileux à l'égard de ces thématiques d'inclure des élèves en situation de handicap, par exemple. Mais s'il y a un engagement fort de certains établissements, il y en a qui s'engagent, dans ce cas-là, malheureusement, ils doivent faire ces établissements avec le risque de la labellisation. Ah oui, alors moi j'ai mené, la République tchèque est un pays que je connais, où je suis née, et où j'ai mené, donc je connais bien, et je continue à mener beaucoup de recherches, je le connais un peu plus spécialement. C'est très simple, c'est-à-dire s'il y a une politique, c'est une politique éducative décentralisée qu'on a, concurrentielle dans ce pays, et donc si l'établissement libre à lui d'accueillir des élèves roms très rapidement dans le temps, les parents, moi j'ai un chef d'établissement qui me disait ça, le parent vient et dit mais moi je ne veux plus inscrire ma fille dans cette école, c'est une école de Roms, je ne veux pas. Vous accueillez des Roms, donc vous êtes une école de Roms, et donc moi j'inscris ma fille plus loin. Là j'avais inscrit, l'établissement était proche de mon domicile, non, j'ai la liberté, eh bien je la prends et je désinscris ma fille et j'inscris dans un autre établissement. J'imagine que vous savez, vous avez des exemples propres et que vous savez de quoi il s'agit ici. Juste encore une petite notation. Autre cas de figure, dans un autre établissement enquêté, pour montrer la complexité de ce point, on me dit, j'arrive dans l'établissement, un gymnasium, on me dit, eh bien, écoutez, les élèves handicapés,
ça dépend lesquels. Les élèves dyslexiques, très bien, c'est juste une difficulté technique, on les aime bien. Les élèves en fauteuil, très bien, ils sont gentils les petits en fauteuil. Je vous cite l'entretien, ils sont gentils, c'est très bien, regardez, on a construit des rampes magnifiques. Par contre, ceux qui nous posent des problèmes, ceux dont on ne veut pas, ce sont les élèves avec les dits, je cite, hein, c'est déjà un diagnostic, les troubles du comportement, ça non, et tous les publications internationales, Conseil de l'Europe par exemple, pointent depuis 1999 l'étroite articulation entre les dits troubles du comportement et encore l'ethnie rome en Europe centrale et notamment en République tchèque. Donc vous voyez à peu près dans quel sens souffle le vent de la discrimination ici. Passons au troisième temps. Si vous voulez bien, je vous ai chargé de beaucoup de problèmes, de beaucoup d'éléments de définition. J'ai essayé de montrer que l'éducation inclusive, dont relève l'école inclusive française par exemple, est une grande complexité. Traditionnellement, après une présentation conceptuelle, après avoir montré les problèmes que met en évidence la recherche, on dit alors quoi faire? Eh bien, je ne me dérobe pas, même si je ne vais pas dire quoi faire, je ne me dérobe pas et je vous propose donc 4 principes pour des gestes professionnels inclusifs. Et c'est une introduction au débat, ce troisième temps. Je regarde l'heure. Voilà. Eh bien, je vais m'appuyer sur une publication que j'ai produite, donc qui a été publiée, un ouvrage que j'ai publié en 2018, dans une collection dirigée par Charles Gardou, qui est Connaissance de la diversité. Et donc, cet ouvrage s'appelle « L'éducation inclusive, un processus en cours ». Et donc, c'est ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est que c'est un processus en cours et vraiment, la France se place de bonne façon dans la mise en œuvre, je conclurai là-dessus tout à l'heure, se place de bonne façon dans la mise en œuvre de ce processus. Je trouve, avec les récentes journées organisées, avec les récents outils d'évaluation dont je reparlerai. Je vous propose un premier concept. Je vous propose de réfléchir sur la mise en œuvre de l'école inclusive en termes de style professionnel inclusif. Cela consiste à envisager que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, formateurs à l'université, en SP, par exemple, nous avons un style professionnel et il s'agit de viser à ce qu'il soit de qualité inclusive. Pour chacun d'entre nous, pourquoi je parle de style? En pensant que c'est un très joli concept qui englobe la notion de geste professionnel, qui englobe la notion de l'agir professionnel. Il me semble que c'est plus vaste. Le style, c'est une manière singulière, donc propre à chacun, de s'inscrire dans le général, ce qui est pour tous, et ou le particulier, ça c'est Hegel, ce qui est pour quelques-uns. C'est-à-dire, ce que je voudrais faire passer comme message avec la notion de style, c'est que chacun d'entre nous a un style propre, et c'est bien comme ça. Il ne s'agit pas d'égaliser, d'homogénéiser les pratiques. Surtout pas. Surtout pas. Nous enseignons, nous coordonnons, nous animons avec ce que nous sommes plus qu'avec les compétences que nous avons. Il nous faut des compétences. Mais le message passe avec ce que nous sommes. Voilà, c'est ça l'idée du style pour être synthétique. J'ai déjà dit que le style, je l'ai dit à l'instant, se traduit par des gestes. Par geste, j'entends une articulation entre un principe, des principes dont je vais parler maintenant, un dire, l'importance de la parole, je ne vous l'apprends pas, et un agir. Et vraiment, la synergie, quelquefois conflictuelle, entre un principe, des valeurs, un dire, ce que j'ai dit, ce que je vais dire, ce que je n'ai pas dit, etc., etc., et un agir, ce que j'ai fait, mais qui ne correspondait pas à mon dire, et ainsi de suite. Voilà ce qui définit mon style et répond à la question de comment je me positionne relativement à la mise en œuvre de l'éducation inclusive.
premier principe sur 4, donc, que j'essaye de développer à la fin de l'ouvrage, c'est ce que je soutiens, que je viens soutenir devant vous. Chaque professionnel, qu'il soit chef d'établissement, qu'il soit inspecteur, mais aussi qu'il soit enseignant, qu'il soit AESH, qu'il soit AVS, chaque professionnel est appelé à devenir inclusif. Chaque enseignant sera en fait, dans le processus inclusif, appelé à devenir un enseignant inclusif. Chaque chef d'établissement à vocation est appelé à devenir aujourd'hui un chef d'établissement inclusif. Cela correspond à un choix politique et de société. Il lui revient à ce professionnel donc d'informer et d'engager une dynamique dans ce sens. Ça paraît vraiment, ce que je dis là, j'entends bien, cela peut paraître extrêmement banal et je ne vous apprends rien, néanmoins, et c'est l'élément qui est en bas, eh bien moi je suis formatrice, depuis 20 ans je côtoie les enseignants, les terrains, les établissements, néanmoins ce n'est pas toujours ce que rapportent les enseignants du terrain, ce n'est pas toujours ce qu'ils font sur le terrain, ce n'est pas toujours ce qui se passe dans les établissements. On peut observer d'autres pratiques que les pratiques qui sont en haut, où vraiment il y a un choix résolu pour l'éducation inclusive. On peut observer une exclusion dans le spécialisé, c'est-à-dire, oulala, il est vraiment trop quelque chose, et donc prenez-le, prends le toit, la logique de la patate chaude. Le laisser faire aussi. Des enseignants rapportent des pratiques dans la classe où même le maître de stage peut dire, écoute, celui-là, quand tu seras inspecté, tu le mets bien au fond, parce que sinon, il va te mettre par terre ta séance, où tu es inspecté, donc tu montres à quel point tu réussis. Bon, je ne suis pas sûre que la séance soit illustrative dans ce cas-là d'une réussite, mais voilà un conseil qui peut être donné, c'est-à-dire d'exclure. Ou de laisser faire, c'est-à-dire, voilà, n'essaye pas de l'intégrer. Et puis, disparition des expertises. De l'expérience que j'ai, elle est modeste et extrêmement locale en Aquitaine. Nous étions 5 formateurs au département ASH. Nous sommes 2 et un mi-temps et précaire. Voilà, disparition des expertises, disparition du nombre d'enseignants spécialisés. L'exemple et l'enjeu, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas passer plus de temps sur l'exemple. Vraiment, la dimension de inclure entache la réputation de l'établissement peut être observée absolument ailleurs qu'en République tchèque. Donc je vous laisse aux illustrations locales que vous connaissez. Bien sûr, ce qui est en jeu, c'est la construction de la citoyenneté et d'une citoyenneté démocratique, et on en reparlera, c'est-à-dire dans le cadre d'une citoyenneté démocratique. Et cela figure par exemple dans les travaux célèbres maintenant de Yuval Noah Harari, qui a produit 3 magnifiques publications sur Homo sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Que dit-il? Eh bien, il dit que ce qui soude l'humanité, ce sont les fictions. Utopiques un peu que l'humanité a pu produire dans l'histoire. Alors ici, la fiction consiste à penser que même si moi, je ne vis pas une situation où j'ai un enfant qui est un élève en situation de handicap, je suis prête à payer pour l'autre parent dont l'enfant est handicapé, c'est-à-dire une sorte de solidarité. Là, je prends un grand détour pour en fait vous parler d'une solidarité citoyenne. La réponse, alors plus pragmatique, éducation nationale, c'est la stratégie globale de un bon climat scolaire. C'est un climat scolaire inclusif. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce magnifique travail que vous avez, les résultats de ce travail que vous avez sur Internet. Voilà, et j'en profite juste pour rendre hommage à Éric de Barbieux qui a contribué de façon significative à la production de toute cette stratégie de climat scolaire. Le principe numéro 2, étroitement articulé au premier,
Un professionnel inclusif est un sujet interprète de la diversité. Alors oui, ça peut paraître complexe, très théorique, néanmoins les situations auxquelles nous avons affaire sont complexes. Donc notre pensée, nos analyses doivent être à la hauteur de la complexité des terrains, de nos terrains. Chaque professionnel est un sujet, c'est-à-dire que, alors je pense que Éric Prérat est venu parler tout à l'heure, c'est l'idée qu'il met en avant. L'autorité, c'est une affaire de auctor. Et oui, absolument, oui. Là, il y a un lien très clair entre ce que j'affirme ici et les travaux d'Éric Prérat. Un sujet, c'est l'auctor, l'auteur d'un dire, d'un style, et c'est ce qui fait son autorité. C'est le fait qu'il se positionne, qu'il assume une subjectivité, certes informée, certes formée, mais il se positionne comme auteur de son dire. Et auteur, il s'installe dans son style propre, déterminé, une volonté politique inclusive. C'est ça que je dis. C'est un interprète, c'est-à-dire à chaque situation en appelle à une interprétation de cet auctor que vous êtes. Et l'interprétation est culturellement, linguistiquement, socialement, historiquement située. C'est ça que met en avant la notion d'interprétation, c'est-à-dire point de tableau de correspondance stricte entre des troubles et des réponses pédagogiques. Je pense aux enseignants débutants qui demandent souvent ça, c'est-à-dire nous, les enseignants débutants ou les enseignants en formation, on les connaît bien dans les SP. En France, j'ai discuté avec un chercheur suisse également, Canton de Vaud, il constate la même chose, c'est-à-dire le débutant aspire à un tableau avec 2 colonnes, les problèmes de l'élève, les réponses pédagogiques. Eh bien, dans semblable tableau existe sur le web, sur Internet. Dans ce tableau est éliminée la fonction de l'interprète de la situation concrète qui est, par définition, dirais-je, mais bon, tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec ça au niveau des chercheurs, elle n'est pas anhistorique, la situation, elle n'est pas hors sol. Et c'est précisément en se confrontant au terrain, en situant la difficulté, qu'on peut produire une réponse adaptée. Et donc on a un rôle d'interprète d'une situation. Dans ce rôle d'interprète, la subjectivité est engagée. Nous sommes interprètes de la diversité concrète, c'est-à-dire pas d'une diversité calquée sur le diagnostic, le manuel statistique et diagnostique de la santé mentale, c'est-à-dire pas sur, par exemple, c'est un petit peu une provocation, nous ne sommes pas, nos analyses des situations ne sont pas calquées sur les catégories de santé mentale, par exemple, et autres nomenclatures de santé. Le réel est infiniment plus complexe, nous échappe toujours pour part et requiert notre effort d'interprétation. Voilà ce que j'essaye de formaliser sous la notion de sujet-interprète de la diversité, d'une diversité bigarrée du réel. Il y a toujours le cas que l'on a, le nouveau cas, le cas que l'on n'a pas prévu. Et à cet égard, attention à la formule, oui, mais ça, on l'a déjà, ça s'est déjà produit, oui, c'est la même chose que, attention, c'est la même chose, c'est jamais la même chose, à bien y regarder en détail. Voilà. Je ne reviens pas sur les écueils, à l'opposé, même type d'action dans tous les cas, catégorie, c'est les fameux tableaux, et puis absence d'analyse des situations, étiquette de la dyslexie ou autre type de difficulté, hein, trouble des conduites, pas automatiquement telle action, ça c'est vraiment difficile, c'est une annonce d'inefficience en fait, là ici, de réagir comme ça. Voilà, j'ai juste mis, là aussi je ne vais pas parler, passer trop de temps, j'ai juste mis à droite tout l'éventail, mais dont on reparlera peut-être, des différents dispositifs, mais dont je sais bien qu'à l'étranger c'est compliqué, les PPRE, PAP, PPS, mais aussi des dispositifs que l'on peut inventer, propres au terrain et au contexte et au lieu, et qui sont des déclinaisons
du rôle du professeur principal, du conseil de classe, la relation avec les parents, me disait l'un de vos collègues, et les différents partenaires locaux. Donc explorer peut-être plutôt les éléments en bas. Troisième principe, toujours liés, hein, ils sont articulés entre eux. Un professionnel inclusif a un nouveau rapport à l'expérience concrète. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation inclusive est vraiment étroitement liée à la capacité, à la mise en œuvre de l'invention continuée au jour le jour, et à la capacité d'accepter, en fait, je vais le dire comme ça, l'incertitude, le doute, l'inquiétude, qui sont nécessairement liés à la survenue du nouveau. C'est-à-dire, inventer, c'est laisser advenir le nouveau. Mais avant que le nouveau et l'innovant adviennent, il y a une difficulté d'abord, il y a aussi un moment d'inquiétude, de doute, de tâtonnement. Rappelons-le et respectons, accueillons presque avec bienveillance les moments où nous sommes inquiets et nous doutons et nous sommes dans l'incertitude de quoi faire. Finalement, c'est la promesse d'une possibilité d'innover, d'inventer, de bricoler au sens noble du terme, d'inventer, et donc signe d'une éducation inclusive en cours. Voilà, je ne commande pas plus, sinon à souligner que cette position que je viens de vous décrire, ce style que je viens de vous décrire, est un style que l'on pourrait appeler, c'est un peu, bon, un peu empoulé, mais de praticien-chercheur, c'est-à-dire se positionner, non pas comme quelqu'un qui va amener des réponses toutes faites, non pas comme quelqu'un qui a les réponses. Vraiment, c'est incarner une autre forme d'autorité, très souvent maintenant soulignée par les travaux américains sur le management et le leadership inclusif. C'est vraiment, les Américains soulignent ça, c'est vraiment une ouverture à l'innovation et un nouveau rapport au management, aux équipes, qui inclut cette incertitude dont je parlais. Donc, d'où la notion de chercheur. Un étonnement qui initie, un étonnement, un doute qui initie la recherche du nouveau. À l'opposé des préjugés, une position rigide d'applicationnisme, qui est le plus grand danger de l'éducation inclusive, je n'illustre pas, voilà, et une insularité. Une insularité, c'est-à-dire nous ici, et donc une difficulté dans des relations partenariales intercatégorielles. Si j'ai encore un peu de temps, je voudrais illustrer rapidement la complexité de cette position en parlant d'un exemple extrêmement banal dans un collège. 2 groupes de garçons, 4 ou 5 garçons, qui sont dans la cour pendant la récréation. Un garçon se détache et une dispute surgit avec un garçon d'un autre groupe. Un troisième s'interpose pour empêcher la bagarre qui est en train de naître. Il s'interpose mais ne réussit pas et la bagarre a bien lieu quelques instants après. Réponse, à vous de dire, on ne le dira pas, mais à vous de vous positionner. Réponse qui est proposée, punition collective des 2 groupes. Et lorsque le garçon pacificateur, on peut dire, à voir si on peut l'appeler comme ça, demande pourquoi il a été puni, eh bien on lui dit « tu n'aurais pas dû intervenir toi-même, tu aurais dû aller chercher l'adulte ». Réponse de l'élève, oui, mais si j'étais allé chercher l'adulte, le temps que j'aille chercher l'adulte, ça aurait explosé plus fort et plus vite. Voilà, c'est ce que j'appelle, on n'a pas cette précision, bien sûr, j'ai proposé une situation extrêmement abstraite d'un contexte, on ne sait pas pourquoi la dispute a surgi, on est dans un contexte de dilemme moral qui demande une interprétation, une analyse, notamment des facteurs de la dispute, et donc génère au minimum une incertitude quant à la bonne façon de se situer et d'interpréter. Et en tout cas, demande adaptabilité et souplesse. Nous cheminons vers la fin de la conférence avec le 4e principe,
Un professionnel inclusif fait un travail continué sur sa fonction d'interprète. C'est ce qui ressort massivement comme demande de tous les professionnels, de co-construire la dimension multifactorielle de toutes les situations éducatives pour construire un style inclusif. J'ai produit une formule que je vous propose là et elle se propose au débat aussi. L'autorité ne se donne et ne se prend pas. Pourquoi? Parce que l'autorité repose sur la confiance. Donc l'autorité, c'est le fait, par exemple, qu'une assemblée se tienne silencieuse pendant que l'auctor s'exprime, et il faut remercier le public pour cette confiance. Et donc cette autorité qui est donnée à celui qui s'exprime ou à celui qui prend une décision, etc., c'est clair. Penser que l'autorité se prend et qu'il y a vraiment une direction de ce style-là, je crois que c'est confondre l'autorité et un rapport de pouvoir ou, à l'extrême, un rapport de force avec une autorité descendante. Je vais conclure avec une citation d'Éric de Barbieux en 2003. C'était donc 10 ans avant qu'il fasse son passage au ministère pour développer ses travaux sur le climat scolaire. Voilà ce qu'il écrivait à l'époque. On ne peut se complaire dans la délectation morose d'une décadence généralisée. J'ai parlé beaucoup des paradoxes, je ne m'y complais pas. Si l'État ne doit pas abdiquer de son rôle, les acteurs de l'école ne sont pas impuissants. Donc il nous envoie là un message d'encouragement et je voudrais vous l'envoyer à mon tour, notamment autour de la parution récente, décembre 2018, d'un guide d'auto-évaluation pour une école inclusive qui s'appelle Calinclus et qui, je pense, sur lequel il faudra développer des travaux, qu'il faudra expérimenter, mais qui, je pense, prend de façon presque certaine la bonne direction parce qu'il met en avant des stratégies pédagogiques pour mettre en œuvre une école et une éducation inclusive. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour ces propos, ces réflexions que vous nous proposez. La dernière citation de M. de Barbieux nous va, je pense, directement vers nous, parce qu'on a l'impression que c'est à nous qu'il parle à ce moment-là. Quand je dis nous, c'est la particularité des établissements à l'étranger face à cette problématique de l'école inclusive. Alors, au risque d'y ajouter quelques paradoxes de plus, oui, je vous propose que nous mettions un petit peu en perspective vos pistes de réflexion avec les nôtres, acteurs de terrain dans un contexte singulier qui est celui des établissements à l'étranger. Alors, peut-être en premier, vous avez évoqué la volonté politique nécessaire à l'installation de cette éducation inclusive. On a vu, notamment dans le contexte français, le poids de la loi pour faire évoluer ces questions-là. Pour faire rapide, nous sommes passés de la ségrégation à l'intégration, de l'intégration à l'inclusion. Ces notions-là accompagnaient aussi des visions du handicap dans la société. On parlait de handicapés, ensuite on a parlé de personnes handicapées, maintenant on parle de personnes en situation de handicap. On voit bien que là il y a une évolution et que la loi a marqué cette évolution. Et dans le même temps, la loi organise la façon dont l'école va prendre sa part dans cette question-là, qui n'est pas uniquement une question scolaire, qui est une question de société. Quand on parle d'inclusion, on ne parle pas d'inclusion scolaire, on parle d'inclusion. Hein, ça, je pense que c'est important de le préciser. Alors, nous, la caractéristique de nos contextes qui sont très très variés d'un pays à l'autre, voire même à l'intérieur d'un même pays, c'est que dans nombreux des pays dans lesquels nous exerçons, il n'y a pas de loi qui traite de cela. Il n'y a pas de... C'est pas pensé.
Donc ce n'est pas organisé. Donc dans cette situation-là, on se rend compte que, et nous avons pleine conscience que l'établissement a de ce fait un rôle central qui est celui d'organiser, de coordonner ce qui va être mis en place à destination de cette question de l'éducation inclusive. Donc, si on prend, et on ne va pas se limiter à ça, mais si on prend les questions de l'identification d'une situation et des besoins qu'elle appelle, nous allons tout avoir à faire, à savoir participer au diagnostic, voire être à l'origine de ce diagnostic, l'accompagnement et l'orientation. Tout ça, ça peut être dans un temps très très long, hein, mais ce qui veut dire que, étant donné que l'inclusion ne se décrète pas, quand la loi n'y est pas, l'inclusion ne se décrète pas, ça va être à nous d'en faire un projet collectif, déjà, et puis ensuite un projet individuel. C'est-à-dire que du projet de l'établissement et du projet que nous allons pouvoir construire avec, et là on rejoint le thème de notre congrès sur la culture d'établissement, en mettant en avant cette question d'éducation inclusive dans nos politiques d'établissement, oui. Là il y a un acte fort. Oui. On est censé emmener les équipes avec les difficultés que cela pose en termes de formation, en termes aussi d'appréhension de ces notions-là, qui sont des notions complexes, surtout dans des établissements qui ont eu un fonctionnement, j'en parle au passé, ça existe peut-être encore au présent, très pyramidal, très élitiste, un peu sur un mode tu suis, c'est bien, tu suis pas, il faut trouver un autre chemin. Donc, ce projet ça doit être un projet donc, qui est collectif, comme je viens de le dire, mais après, il se décline sur un projet individuel. Et la grande difficulté que nous avons, c'est la question des partenaires. Donc, pas de loi, pas de cadre, et puis, difficulté d'organiser ces relations entre les partenaires, les identifier, faire en sorte que chaque partenaire respecte le champ professionnel de l'autre, et que chacun puisse être à même de faire les concessions pour mettre au point un projet harmonieux du point de vue de l'élève. Donc tout cela, c'est effectivement à l'établissement que ça revient. Et quand vous évoquiez tout à l'heure, pas de systématisation, c'est-à-dire on a un diagnostic, on a des réponses toutes faites, c'est vrai qu'en l'absence de partenaires, ce piège nous guette. En absence de partenaires avec lesquels on pourrait construire les choses. Alors, je ne veux pas que mon propos soit caricatural parce que chacun d'entre nous dans la salle a certainement un contre-exemple de ce que je suis en train de dire, donc j'essaie de tracer des grandes lignes. Donc l'objectif, il est bien de concevoir une organisation de l'école basée sur la différenciation. Oui. Donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, pour tous ou pour chacun, on est bien d'accord que dans l'idéal et dans ce que nous souhaitons porter sur la question de l'inclusion, c'est bien l'inclusion que nous concevons comme une proposition d'organisation qui permettra aux prises en charge d'être de plus en plus dans une normalité. Autre paradoxe. Hein, on pourrait développer, mais ça serait un peu long. En tout cas, merci de votre réflexion. Vous nous avez finalement permis de voir que dans notre situation singulière, nous avions quand même de sacrés atouts que mes collègues vont développer aussi dans le développement de leurs expériences diverses. Merci. Oui. Est-ce que j'interviens. Merci pour cette synthèse très juste. Je voudrais relever, il y aurait beaucoup de choses à relever dans ce que vous dites. Une chose,
vous avez pointé toutes les difficultés et puis vous dites, eh bien, nous, à l'étranger, nous sommes quelque peu éloignés du cadre, voilà, il n'y a pas de loi, quoi. C'est ce que vous avez dit. Oui, mais ça veut dire liberté. Oui, mais effectivement, c'est ce que je voulais mettre en avant et qui n'était peut-être pas assez explicite. Du coup, vraiment, une responsabilité, une liberté, une responsabilité du chef d'établissement qui peut, grâce à cette liberté, faire d'un style inclusif véritablement une plus-value pour l'établissement français à l'étranger. C'est-à-dire, l'établissement français dans tel ou tel pays, ce sera l'établissement porteur de telle valeur. C'est pour cette raison que j'ai parlé de Comenius. Représentera telle et telle valeur. Bien sûr, je n'ignore pas que s'y mêle la question des moyens et la question des coûts d'inscription ici ou là. Voilà. Mais comparativement à d'autres établissements, nommément américains, anglophones par exemple, voilà, la francophonie est porteuse aussi de valeurs de démocratie et de citoyenneté et qui s'articule de façon extrêmement intéressante avec un style inclusif. Françoise Lantôme, dans ses travaux depuis 2011 déjà, développe l'idée que même en France, l'éducation inclusive ne peut pas en réalité se décréter. C'est un paradoxe dans les termes d'en faire une injonction de l'éducation inclusive pour les raisons que j'ai expliquées en lien avec le Auctor, avec vraiment une volonté à la fois du chef d'établissement et d'impulser un style pour l'établissement. Donc c'est une liberté que nous payons au prix d'une obligation à la débrouillardise. Absolument. Au terme débrouillardise ou bricolage auquel je donne une signification extrêmement positive et dont nous savons, je crois ici, chacun d'entre nous, vous encore mieux que moi, la charge de travail et la responsabilité et l'inquiétude qui va avec, que cela représente. Mais c'est de ce dont on peut aussi être fier. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour cette possibilité qui m'est offerte de prendre la parole. Ce qu'on avait un peu préparé, du coup, vous y avez déjà répondu. Mais je voulais vous dire que vous m'avez un peu bousculé dans la définition de l'inclusion. Oui, c'est bien. Oui, je ne sais pas, parce que je pense que dans la salle, tous autant que nous sommes, on essaye d'accueillir au mieux les élèves qui nous sont confiés quand ils sont porteurs de handicap, de difficultés d'apprentissage. Oui. Et là où vous m'avez bousculé, c'est quand vous avez cité cet exemple de l'élève rome, où la maman reprend son enfant pour aller l'inscrire dans l'école d'à côté. Alors, la Roumanie, oui. La Bulgarie, la Serbie. Oui. Moi, je ne suis pas loin en Bosnie. Oui. Alors, il y a peu de Roms en Bosnie, mais on a beaucoup de migrants. Oui. La majorité de ces migrants parlent français, y compris des enfants en âge d'être scolarisés. Aucun n'est inscrit à l'école. Et dans le cadre de nos écoles privées, chères, alors sans se substituer à la politique des États, des pays d'accueil, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on fait de l'inclusion ou on fait une inclusion partielle? C'est votre question. Voilà. Oui. Si je comprends bien, vous me dites que dans votre établissement, vous accueillez des enfants roms. Alors, si vous pouvez me... Est-ce qu'on est dans le cadre de l'inclusion? Absolument oui. Est-ce qu'on ne limite pas notre inclusion? C'est-à-dire que l'inclusion, c'est un ensemble de choses. Oui. Je pense qu'on se réfère tous plus ou moins rapidement et naturellement au handicap sous toutes ses oui. formes. Mais de par votre définition, c'est bien plus que cela. Oui, d'accord. Absolument, oui. Là, j'ai pris la notion d'inclusion par un biais extrêmement large dont je tenais à vous dire à toutes et à tous que c'est l'un des messages que je venais porter aujourd'hui, c'est-à-dire que l'école inclusive française prend sa part dans un processus mondial vaste qui est celui d'éducation inclusive à la UNESCO, c'est ce que j'ai expliqué,
Et ce processus vaste désigne l'accueil des publics bien au-delà de la situation de handicap, et notamment dans le cadre de l'accueil des dites minorités ethniques, et notamment, alors je resserre, mais notamment dans le cadre de l'accueil des minorités ethniques traditionnellement et depuis longtemps ségrégées dans les pays d'Europe centrale et orientale, comme les populations roms, effectivement. Donc, dans ce sens-là, si on transpose à un pays d'Europe centrale et à un établissement français dans un pays d'Europe centrale, certainement, c'est un choix politique qui est fort d'ouvrir l'établissement à l'accueil des enfants roms. Rien n'est moins simple. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile d'ouvrir, de porter ce message, alors que par ailleurs, par exemple en République tchèque, le climat social est plutôt général, en dehors de l'école, et plutôt du côté de la ségrégation, plutôt du côté quand même d'une mise à l'écart globalement de la population rome. Avec, donc si je développe un peu, juste sans parler trop longtemps, mais sur ce qui s'est passé en République tchèque en réalité, c'est vraiment, ça a été mis en avant par les institutions européennes, c'est que les élèves roms, pour pouvoir les exclure, on les a fait passer par des CMP, des centres médico-psychologiques locaux, ça s'approche beaucoup, pour les diagnostiquer comme porteurs d'un handicap, c'était très précis, handicap mental léger. C'est-à-dire leurs différences culturelles étaient nommées handicap mental léger, et de cette façon, avec cette étiquette, on pouvait les exclure vers des établissements spécialisés et exclure de l'enseignement ordinaire. Donc certainement, prendre le contre-pied de cela, c'est une véritable valeur apportée pour la francophonie à l'étranger. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bon, je vais essayer de faire assez rapide. Moi, je voudrais juste ajouter un complément par rapport au collègue qui a parlé du fait de l'absence de vie juridique, si vous voulez, par rapport à certains pays, oui. Par rapport à ce qui se fait en France concernant la prise en charge des enfants à besoins particuliers. Effectivement, il y a dans des pays des vides juridiques. Oui. À cela s'ajoutent aussi les schémas culturels. Oui. Il est parfois très difficile, et je sais qu'on a échangé sur ce sujet, oui. de faire admettre aux parents oui. que leur enfant présente un besoin particulier. Et de faire admettre qu'il y a besoin d'un dispositif particulier. Parce que la maladie, la différence, dans une société où le paraître a une importance et qu'il impose des normes sociales, oui. c'est très compliqué. En Moyen-Orient, notamment, je sais que, par exemple, nous, pour 5 PAI, notre infirmière estime qu'il y en aurait 4 fois plus. Et souvent, à l'inscription, les parents ne le déclarent pas. Parce que la peur de la différence, la peur de se voir finalement refuser l'inscription dans l'établissement, et la peur de la stigmatisation des autres. Sans compter le regard des autres enfants et des parents. Le fait d'admettre un enfant en situation de handicap est aussi, dans le subconscient des parents, dans certains pays, c'est très compliqué. Donc là aussi, il y a tout un travail, je pense, qui doit être fait. Et souvent, l'établissement est seul à porter ce travail, puisque, comme le disaient les collègues, nous sommes parfois dans des pays où il n'y a pas de structure médico-sociale qui nous permettent de travailler main dans la main, et notamment dans les pays qui ne sont pas francophones. Je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite, pour trouver un ergothérapeute, ou pour trouver une orthophoniste, c'est très compliqué. Je veux dire, aujourd'hui, on puise dans nos ressources en interne, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un parent orthophoniste expatrié qui a suivi son conjoint, et elle nous aide bénévolement, et pour ça on le remercie, mais je veux dire, ça reste très marginal, très marginal. Donc tout ce travail est à faire, ce sont des moyens qu'il faut mettre en œuvre. Ces moyens, ils ont un coût, qu'on le veuille ou non. Il faut former des professionnels, que ce soit nos enseignants ou que ce soit l'ensemble des acteurs de la communauté éducative.
c'est un coût pour les parents, un coût supplémentaire. Parfois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils n'éclairent pas. Parce qu'une auxiliaire de vie scolaire, ça se paye. Et nos établissements, pour la majorité, sont autant financés. Oui. Il n'y a pas de subvention de l'État, il n'y a pas de subvention du pays d'accueil. Ce sont les frais de scolarité qui permettent finalement cette prise en charge optimale des élèves. Donc la question qui se pose, c'est comment, alors qu'on est depuis maintenant février, les écoles à l'étranger, l'enseignement à l'étranger doit travailler sur cette politique d'éducation inclusive. Oui. Ça va être d'ailleurs un des critères à l'avenir de l'homologation de nos établissements. Comment faire pour faire admettre, et vous l'avez cité dans votre propos, cette solidarité entre parents. C'est ça. Et cette solidarité qui passe aussi par une solidarité financière. Ouais. Et je finirai mon propos par comment peut-on transposer les dispositifs, et peut-on transposer les dispositifs qui existent? Certains établissements sont déjà en avance à l'étranger sur la question des enfants à besoins particuliers, de la question de l'éducation inclusive. Est-ce qu'on peut vraiment la transposer d'un contexte à un autre? D'accord. Merci pour votre question. Je comprends bien qu'il faut que je réponde brièvement. Non, je ne réponds pas. Je crois que malheureusement, on va être obligé de conclure parce qu'il nous reste très peu de temps. Donc, je suis désolée, je vais être très grossière, mais sinon, j'ai mes deux chefs juste au premier rang. Donc, juste pour vous signaler vous rappelez que grâce aux enquêtes qu'on mène en début d'année, on a compté une augmentation de 38% des dispositifs d'aide entre 2016 et 2018. Ce qui signifie non pas qu'il y ait une augmentation des élèves à besoins éducatifs particuliers, mais peut-être une meilleure prise en charge. À l'étranger, mes collègues l'ont dit, la difficulté est plurielle puisque l'établissement est le centre de régulation pour le diagnostic, l'adaptation pédagogique, la gestion, parfois le recrutement des accompagnants, la formation, l'accompagnement, le pilotage de la formation des enseignants. À tout ça s'ajoute la difficulté de l'orientation, de la prise en charge financière de ces accompagnants dont les parents sont parfois les employeurs directs. Pour les élèves qui ne sont pas français, se pose la difficulté des aides financières puisqu'ils n'ont pas le droit aux bourses et qu'ils n'ont pas le recours à la MDPH. C'est un parcours qui est souvent douloureux pour les familles. Malgré tout, je crois que le processus est en route. Les travaux de l'Observatoire des élèves à besoins éducatifs particuliers le montrent. Nous-mêmes, nous nous sommes attelés à la mission laïque à adapter l'outil qu'elle inclut pour l'enseignement français à l'étranger. Et je crois qu'on pourrait conclure en disant qu'il y a une nécessité de prise de conscience collective, d'une réflexion qui doit se poser au cœur de l'établissement, englober toute la communauté éducative et déplacer le curseur pour passer d'un enseignant qui est parfois seul dans sa classe et désemparé à un projet et une culture d'établissement qui deviennent une richesse pour tous parce que ces élèves sont une richesse pour nous. Il nous reste 48 secondes. Je vais conclure en 48 secondes en vous disant faites de votre spécificité. Faites de votre spécificité une richesse. Merci à vous. Soyez inclusifs. On vous retrouve à 17h